Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oui. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Jacques Attali qui publie chez Flammarion son livre Le Monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger. Bonjour Jacques Attali. Bonjour monsieur. Alors Jacques Attali, on se connaît depuis très longtemps, presque un demi-siècle. On a des idées communes, mais on a aussi des idées tout à fait différentes. Mais on est là parce que vous, le monde mode d'emploi, vous avez beaucoup parlé et vous avez beaucoup écrit sur les modes d'emploi. Pas seulement sur le monde, sur les philosophes, sur la manière dont effectivement vous avez écrit sur la musique, vous avez écrit sur la finance, vous avez écrit sur les mécaniques du monde. Et justement, on ne va pas parler sur le problème du faiseur de roi ou de politique ou de président, etc. Le livre que vous venez de publier est quand même très intéressant. Je dirais que c'est une feuille de température, c'est un volume de température. C'est-à-dire que vous essayez de décrire d'abord, en remontant aux 10 histoires avec un grand H. On ne prend rien à rien, ça on le sait, mais il est toujours bon de le rappeler. Et voilà, c'est sur ces dizaines de milliers d'histoires d'humanité, vous faites des lignes de force, des lignes rouges, des lignes... voilà, d'abord, je ne vais pas raconter le livre, lisez-le, parce qu'il est, encore une fois, et on parlera des choses qui prêtent à discussion, mais il est fondamental en rappelant l'ordre rituel, l'ordre impérial, l'ordre marchand, les dieux, les prêtres, les guerriers, le capital, etc. Surtout, vous donnez en tout cas un nombre impressionnant de chiffres qui montrent bien justement que à la fois les collapsologues et les déclinistes se trompent. C'est-à-dire qu'il y a ou les gens qui vous disent oui on va vers un avenir radieux, ou les gens qui disent non c'est foutu, vraiment on va vers l'apocalypse, si c'est pas now c'est demain. Et vous retracez effectivement tout ce qui s'est passé pour montrer que justement, et vous dites l'aléatoire est là, on ne peut pas prédire, et comme disait Alphonse Allais, les poubelles sont remplies de tendances prolongées. Mais je voudrais simplement que vous me disiez ce que vous en parlez, le cœur et la forme. Vous dites que, au fond, ce qui est constant, il y a dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des villes, des régimes, des empires, il y a le cœur et il y a la forme. C'est quoi le cœur, c'est quoi la forme ? Quand on prend... Merci de cette introduction qui est tout à fait exacte, et merci des compliments. Ce que j'ai essayé de faire, c'est faire la synthèse de dizaines d'années de travail pour présenter à un grand public ce qu'on peut comprendre des 30 années qui viennent. Et je pense qu'on ne peut rien comprendre des 30 années qui viennent sans comprendre très bien ce qui s'est passé depuis 1000 ans. Oui. Parce que c'est bien le diable que les tendances qu'on voit depuis 1000 ans ne se prolongent pas au moins pendant 30 ans. Donc ces tendances depuis 1000 ans, c'est-à-dire depuis le début du capitalisme, vraiment sérieusement... L'ordre marchand, c'est 1000 ans, quoi, on peut dire. L'ordre marchand, oui, il n'est pas dominant à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'il commence. La grande puissance, à l'époque, était encore la Chine et va le rester, mais elle est totalement isolée. Elle n'est pas dans l'ordre marchand, mais elle est alors totalement isolée. Avant l'ordre marchand, il y a en effet l'ordre impérial, les empires, et l'ordre rituel, les prêtres. Là aussi, il y a des grandes constantes de l'espèce humaine. Depuis 1000 ans, on est passé d'étape en étape, et dans chaque étape, il y a une forme, c'est-à-dire l'espace qu'occupe le capitalisme, qui grandit à chaque étape, et une ville qui est le cœur, qui domine, qui véritablement est le centre. Une ville qui joue le rôle de la dominant, quoi. Qui joue le rôle du cœur, au sens propre biologique, c'est-à-dire c'est de là où tout bat, la technologie, la culture, la finance, le pouvoir, les innovations. Et on a pu identifier ces cœurs. Fernand Braudel y a beaucoup travaillé, et puis d'autres aussi. Les voici, dans l'ordre, au 11e siècle, Bruges, puis Venise, puis Anvers, puis Gênes, puis Amsterdam, puis Londres, puis Boston, puis New York, et aujourd'hui encore, depuis 25 ans, Los Angeles. Pas encore Pékin. Et sans doute jamais. C'est sans doute une des théories de mon livre. Et Jacques Attali, et pas Paris? Paris alors, jamais. Au moment de Louis XIV, par exemple... que dans nos livres d'histoire on nous dit être la grande puissance française, le niveau de vie des Parisiens c'est le quart du niveau de vie des habitants d'Amsterdam qui est le New York de l'époque. Une des raisons d'ailleurs, parmi beaucoup d'autres pour lesquelles la France n'a jamais été au cœur, c'est qu'elle a choisi d'être un grand pays rural
Et les paysans, et c'est leur grandeur, ont besoin du retour du même. Ils ont besoin du retour des saisons, ils ont besoin de la stabilité. Ils n'ont pas besoin d'innovation. Alors, l'innovation, qui va être la clé du progrès, passe surtout par les ports. Et vous avez noté que dans toutes les villes-cœurs, il n'y en a aucune qui ne soit pas un port. Toutes sont des ports. Et comme nous, au moment où on aurait pu mettre notre capitale au bord de la mer, c'est-à-dire au moment où François Ier crée le Havre, mais lui, il décide d'installer sa capitale au bord de la Loire, c'est là où on a fait l'erreur, en tout cas au sens de la dynamique de croissance. Ensuite, la France a fait une magnifique ville qui s'appelle Paris. Mais en termes de puissance de croissance, on a eu tort de faire ça. Oui, d'accord. C'est pour ça que Paris n'a jamais été vraiment un cœur. Il y a eu l'Empire français, mais pas... Paris n'a jamais été un cœur. Je fais le point, c'est un livre sur l'économie mondiale et sur le monde de façon générale, mais je montre qu'à chaque époque, pour chaque ville, le niveau de la France est toujours 40 à 50%, sinon moins, en termes de revenus par habitant, de pouvoir d'achat des habitants, que les villes principales. Alors, le cœur, donc c'est là où bat effectivement le rythme de la croissance. Et alors, la forme? La forme, donc c'est l'espace qui est autour, qui se divise entre 3 parties, le cœur proprement dit, le milieu, c'est-à-dire les autres pays qui sont joints et qui souvent rêvent de devenir cœur ou ont été cœur, et la périphérie, c'est tous les pays qui sont exploités, qui sont à l'extérieur. Et progressivement, la taille du cœur grandit, la taille du milieu grandit, et peu à peu, la périphérie est avalée dans l'ordre marchand, dans le milieu. Oui, c'est la tendance. Phagocyté, quelque sorte. Oui, phagocyté, parce que progressivement, les autres ordres, c'est-à-dire l'ordre religieux et l'ordre impérial, laissent la place à l'ordre marchand. Progressivement, l'ordre marchand, on le voit aujourd'hui, il y a, mis à part... Il domine aujourd'hui. Il est partout, sauf peut-être en Corée du Nord, mais il est partout. Il est partout, pas toujours, évidemment, loin de là, associé à la démocratie, mais le marché est déjà partout. Et il y a des tendances longues, des recettes qui montrent qu'une ville peut devenir le cœur si elle attire les innovateurs, si elle attire la finance, si elle donne sa place aux créateurs, si elle a un projet long, si elle est démographiquement pleine de vitalité, si elle a une certaine forme de stabilité, et si elle a une élite dirigeante et une élite financière qui ont une vraie vision. Et ça a toujours été le cas, ça a toujours été le même schéma, pratiquement. Le même schéma, à chaque fois, il y a une grande innovation qu'on peut identifier à chaque cœur, et je montre quelles innovations. Il y a des grands artistes qu'on peut identifier à chaque cœur, il y a une monnaie, chaque cœur a sa monnaie, et c'est la monnaie dominante. C'est pour ça que parfois le cœur change, mais la monnaie reste la même. Quand la Grande-Bretagne est au cœur, c'est la livre sterling. Quand le cœur passe à Boston, puis à New York, puis à Los Angeles, ça reste le dollar. Et aujourd'hui, la question est, est-ce qu'il y aura un cœur autre après... C'est la grande question du moment. Alors, c'est une des questions, parce qu'il y a évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres questions. La présence du Sud, les questions climatiques, les questions militaires, il y a beaucoup d'autres questions qui nous projettent d'ici à 30 ans. Et on voit aussi des tendances longues sur... qui fait la guerre? En général, la guerre est faite par quelqu'un qui veut devenir le cœur contre celui qui est le cœur, mais en général, presque toujours, le cœur suivant n'est pas celui qui a fait la guerre, mais c'est celui qui attendait dans un coin et qui a profité de l'épuisement des deux. C'est pratiquement toujours comme ça. Par exemple, Louis XIV, Louis XV ont fait la guerre contre les Pays-Bas, et c'est la Grande-Bretagne qui en a profité. L'Allemagne a fait la guerre contre la Grande-Bretagne, et c'est les États-Unis qui en ont profité. On peut penser aujourd'hui que la guerre entre la Russie et le camp occidental profitera à la Chine, qui se tient à l'écart, si on poursuit le raisonnement. Aujourd'hui, il y a... alors, il y a aussi beaucoup de choses qui sont passionnantes, c'est quelles sont les technologies qui dominent. C'est toujours un progrès dans la technologie de manipulation de l'information, de maîtrise de l'information, manipulation, manipulation pas au sens... pas au sens déformant du terme, au sens de utilisation de l'information, télécommunications, bateaux, trains, avions, etc. Et l'énergie. Une nouvelle source d'énergie donne un pouvoir. Et souvent, quand c'est les deux, par exemple l'imprimerie, le téléphone, l'automobile, tout ça, c'est des ruptures qui vont changer. Et ça donne des nouveaux moyens, des nouvelles consommations. Parce que le marché aussi, l'ordre marchand capte ça. De plus en plus. Voilà. Alors, de plus en plus, on a développé des objets de consommation pour les besoins de transport, puis pour les besoins domestiques, la machine à laver, bien sûr, tout ça. Etc.
Puis pour les besoins des jeunes, c'est tout ce qui s'est développé depuis peu, et Los Angeles, c'est tout autour des besoins des jeunes, et il y a d'autres besoins qui vont apparaître maintenant et qui seront au cœur de la forme suivante. Il y a 9 formes, on est en attente de la 10e. Ah oui, actuellement, on est en attente de la 10e. On va en parler parce que c'est là où le bas blesse, effectivement, entre autres. Un des bas qui blesse. Tout de suite après cette petite pause, à tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. On note vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Jacques Attali aussi, qui décrit un monde, d'ailleurs, dans tous ses états. Mais quel monde n'a-t-il pas été à un moment donné dans tous ces états? Et c'est ça qui est intéressant. Et vous parlez de donc cette forme, c'est l'ordre marchand. Et effectivement, on va en parler. D'ailleurs, vous dites à un moment donné, Jacques Attali, une forme marchande peut fonctionner durablement sans cœur. Et c'est peut-être ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, alors, il y a chaque cœur. J'essaie dans ce livre de donner le mode d'emploi et de donner tous les moyens à tout le monde, mettre toutes les cartes sur la table pour que chacun se fasse son avis, et ça peut être un avis différent du mien. Mon avis est que nous avons devant nous la question de savoir qui sera le cœur suivant, c'est-à-dire d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue technologique, culturel, politique. Vous voulez dire après la Californie? Après la Californie. Ouais. Alors il y a 2 candidats qui peuvent apparaître. Le premier, c'est encore les États-Unis. Après tout, ils l'ont été 3 fois, Boston, New York, Los Angeles. Et beaucoup aux États-Unis pensent que le prochain cœur sera entre le Texas et la Floride. Et en effet, c'est une région qui se développe formidablement. Beaucoup de très grandes entreprises de Californie se déplacent en Floride ou au Texas. On peut penser que ça sera ça. Je n'y crois pas, parce que je pense que la part des États-Unis dans l'économie mondiale va beaucoup baisser dans les 30 ans qui viennent, ne serait-ce que pour des raisons de croissance des autres, même si... Et puis de dette, etc., etc. Enfin, plus leurs grandes difficultés financières, plus l'extraordinaire rupture entre les côtes et le centre, qui ne pensent pas du tout la même chose d'un point de vue politique, plus beaucoup de causes de rupture, qui fait que je pense que les États-Unis vont avoir beaucoup à s'occuper d'eux-mêmes, plus qu'à s'occuper des autres. Le dollar va encore jouer un rôle important, il ne sera pas remplacé par une autre monnaie, mais il ne sera plus la monnaie dominante. La Chine, dont beaucoup pensent qu'elle sera le pays dominant, je n'y crois pas non plus, même si la Chine va devenir une très grande puissance, si l'armée chinoise va devenir la 2e du monde, si la Chine jouera un rôle important dans le monde, comme elle commençait à le jouer. Mais d'abord, la Chine, comme je l'ai dit, a toujours été une superpuissance à part. Elle n'a jamais souhaité se mêler du monde. Elle était... Ouais, c'est plus le cas maintenant. Alors, c'est plus le cas maintenant. Ouais. C'est pour ça que maintenant, elle veut s'en mêler. Ouais. Mais elle veut s'en mêler pour des raisons très intéressées. Par exemple, pourquoi la Chine, à l'heure où nous parlons, s'intéresse à l'Ukraine? Parce que 80% du soja dont elle a besoin pour nourrir ses porcs vient d'Ukraine. Et donc pour elle, pour la Chine, c'est vital d'avoir une stabilité en Ukraine. Oui. Donc la Chine veut absolument stabiliser pour ses intérêts. Mais elle n'a jamais été, je ne pense pas qu'elle sera porteuse d'un modèle de civilisation. L'Europe non plus, franchement. L'Europe non plus. L'Europe pourrait, parce qu'elle est encore une superpuissance en termes de qualité de vie. Si vous regardez le monde entier, tout le monde rêve d'être européen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, entre les 2 scénarios, Chine, États-Unis, aucun. Je crois que c'est le 3e qui va l'emporter, c'est-à-dire un monde sans cœur, dans lequel, sans cœur à tous les sens, parce qu'il n'y aura pas de cœur géographique, mais il sera sans cœur, parce qu'il sera impitoyable, parce que ce qui dominera, ce seront les entreprises, c'est le marché. C'est-à-dire une société totalement inégale, sans état de droit, dans lequel la règle sera fixée par les patrons de la finance et des grandes entreprises. C'est déjà le cas, franchement. C'est déjà. Tout existe déjà, bien sûr. Mais je vous cite, Jacques Attali. Vous dites sera. Et moi, je dis et. De fait, voilà, je vous cite. De fait, à la différence de ce qui s'est passé depuis 1000 ans, l'ordre marchand sera devenu si puissant et la technologie si nomade qu'aucune puissance politique géographiquement déterminée n'aura plus la capacité de le contrôler, ni de l'orienter, ni de le réguler. Aucune armée ne pourra faire à elle seule la police de tous les océans, de toutes les terres, de tous les espaces, de tous les réseaux numériques, de tous les esprits, de toutes les révoltes. Aucun centre financier, aucune monnaie nationale ne pourront contrôler les marchés du monde. Nul ne pourra entraver la puissance du capital, dont la part dans la valeur ajoutée sera encore plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Non, c'est pas tout à fait aujourd'hui, parce que vous regardez, il y a encore une très grande puissance américaine qui a un rôle énorme, il y a une puissance russe qui a un rôle énorme, une puissance chinoise. Vous avez eu le G7 qui a montré l'importance des
des nations qui se rassemblent. Non, on ne peut pas dire que ça sera... Mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes à peu près? Ça se réduit maintenant parce que les entreprises prennent un pouvoir. Moi, je prends souvent un exemple qui me fascine de voir l'importance de ce qui n'est pas l'État. Devinette. Au G20, qui réunissait les 20 plus grandes puissances du monde en Argentine il y a 3 ans. Séance de clôture, tous les chefs d'État ont 5 minutes pour conclure. Ensuite, le président argentin donne la parole à une personne et lui donne 20 minutes. Tout le monde l'a écouté religieusement. Savez-vous qui c'est? Dites. Non seulement tout le monde l'a écouté religieusement... Je veux dire, les autres avaient 5 minutes, pas plus. Oui, il lui a eu 20 minutes. Et ensuite, les autres ont fait la queue pour faire dédicacer quelque chose à cette personne. Savez-vous qui c'est? N'oublie pas que les Klaus Schwab. Non, ça aurait été conforme à votre théorie. Mais bien, c'était bien plus amusant que ça. C'était le président de la FIFA. Le président de la FIFA. Parce que la FIFA, d'abord, Argentine, Argentin, tout ça. Un président de la FIFA, oui, mais ça, c'est un gag. C'est pas vraiment un gag. Si on veut voir quelle est une puissance mondiale, quelqu'un qui est capable de changer les règles à l'échelle du moindre village de la planète dans son domaine, c'est la FIFA. Donc c'est une vraie puissance mondiale. Et donc, il existe des puissances mondiales. Pardon, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que BlackRock, il aurait pu aussi avoir ses 20 minutes? Alors, BlackRock... Le grand centre de fonds de pension. J'en parle aussi dans ce livre. Les grands fonds d'investissement ont un rôle très important. Pour l'instant, surtout aux États-Unis, où, j'en parle à l'heure où nous parlons aujourd'hui, ils influent beaucoup sur les élections américaines parce que leur financement est essentiel pour fixer les programmes des sénateurs, des congressmen, etc. Donc ils ont un rôle très important aux États-Unis. Je ne pense pas qu'ils aient un rôle encore planétaire. Aujourd'hui, il y a des rôles, des gens qui ont... Je ne pense pas que franchement, ils ont... Pas encore, ça va venir. C'est pas encore le cas. Si vous prenez Meta, Facebook et Google, oui. Si vous prenez TikTok, entreprise chinoise, explicitement chinoise, c'est d'ailleurs très, très révélateur, parce que... C'est amusant d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, pour tuer la puissance chinoise, les Anglais ont fait cultiver l'opium en Chine, pour détruire la Chine. C'est ce qu'on a appelé les 2 guerres de l'opium. Absolument, Aujourd'hui, on peut se demander si la Chine n'est pas en train de se venger en nous envoyant un autre opium, qui est TikTok, qui est un opium extrêmement... Il est pas le seul, mais il est pas mal. Extrêmement mortel, très dangereux. Donc, il y a des puissances planétaires. Alors, pour l'instant, les Chinois ont très bien compris le danger pour le Parti communiste d'être dominé par des entreprises, et ils les ont matés. Toutes les entreprises chinoises sont maintenant rangées derrière la bannière du Parti communiste. Oui, on a vu Alibaba... Voilà. Mais pas seulement. Mais Alibaba est en effet un exemple iconique. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Les grandes entreprises américaines, dont on a parlé, ne sont pas dominées par l'État. Et d'une certaine façon, le dominent. C'était d'ailleurs quelque chose dont on a oublié, mais le président Eisenhower, il y a très longtemps, quand il a quitté le pouvoir en 1962, je crois, son dernier discours, c'était 61. Méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Absolument. Et il a dit, méfiez-vous de l'industrie. Il y a aujourd'hui... Et la tendance est naturellement planétaire. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est planétaire. La génétique, c'est planétaire. Tout ce qui vient avec les nanotechnologies, c'est planétaire. On ne peut pas empêcher un petit chercheur dans un coin, parce qu'il est génial, de faire une innovation qui va avoir un impact planétaire. Donc, soit on sera capable, pour l'IA, par exemple, qui est vraiment la première chose qui nous concerne, de faire une régulation qui permettra d'en utiliser le meilleur. Et c'est extraordinaire ce que ça peut apporter de positif. Soit on ne le fera pas et on va être débordé par elle. Oui, parce que ce sera l'artificialisation, vous en parlez. Alors j'ai dit, il y a 3 dangers, il y a 3 scénarios. Scénario américain ne marchera pas, scénario chinois ne marchera pas, scénario domination par les entreprises va marcher, c'est le chaos. Après ça, il y a 3 menaces de suicide de l'humanité. Celle du climat, qui est beaucoup plus grave qu'on le croit, à mon avis. Parce que le scénario... Je suis plus sceptique que vous. Je sais que vous l'êtes, mais je pense que principe de précaution, on a intérêt à prendre des mesures de précaution. Et aujourd'hui, on est plutôt à 5 degrés qu'à 1,5 degré. Deuxième scénario, la guerre. Et les armements mondiaux sont absolument immenses. Et les menaces qui viennent, Taïwan, Corée du Nord et beaucoup d'autres, peuvent entraîner une guerre planétaire vraiment suicidaire. Et le dernier danger,
qui est le plus difficile à percevoir, Et qui, pour moi, est le plus grave. c'est l'artificialisation. L'artificialisation, Nous sommes ouais. progressivement transformés en artefacts. D'abord, la nature est artificialisée, les sols sont artificialisés, ce qui a des conséquences sur le climat. Chacun d'entre nous, on a de plus en plus de prothèses. On utilise on devient des prothèses parce que, pour de bonnes raisons, on est équipé de prothèses, mais progressivement, les mutations sont gigantesques. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite récemment par des chercheurs qui ont vu qu'une des différences entre, je caricature, enfin je simplifie à l'extrême, une des différences majeures entre le cerveau d'un singe et le cerveau d'un homme, c'est une certaine partie de la cellule qui se développe différemment chez l'homme, chez le singe. Ils ont greffé cette partie, encore une fois je simplifie à l'extrême, sur une cellule débutante de formation d'un chimpanzé. Ils ont constaté, d'un singe, ils ont constaté que ça se développait très bien, et ils ont imaginer que s'ils laissaient se développer jusqu'au bout, on allait avoir un Les singes deviendraient humains. Ils ont arrêté l'expérience. Mais qui prouve qu'ils ont vraiment arrêté l'expérience? Qui prouve que ce genre de chimère n'est pas en train de se développer? Par exemple, on est en train de voir de plus en plus, pour des bonnes raisons, la possibilité de faire naître des enfants hors de la matrice maternelle dans les premiers mois et dans les derniers mois. Et la durée dans laquelle l'utérus ou la matrice maternelle est se réduit. On peut imaginer que... Oui, mais est-ce que c'est pas extrêmement dangereux? C'est n'importe quoi. C'est vraiment dramatique. C'est la fin de l'espèce humaine telle qu'elle est. Ouais, c'est ça. Mais pour l'arrêter, pour orienter vers le meilleur, c'est pour ça qu'il est très important de dire que l'artificialisation est un suicide, il faut prendre des mesures qui ne peuvent être que planétaires. Drastique. Eh bien, on va en parler, justement, des mesures à prendre et du grand virage dont vous parlez. Et vous avez la parole sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et justement, on parlait avec Jacques Attali, Le Monde Mode d'emploi. Alors, toute la dernière partie est consacrée à 2050. Le monde en 2050. 2050 à l'échelle du monde, c'est un clin d'œil, puisque c'est dans 26 ans, 27 ans si on veut. Et Jacques Attali dit effectivement, si on suit un certain nombre de pentes, ça peut très 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 mal tourner. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, vous arrivez effectivement, et non pas à la contradiction, mais vous dites, et on parlera des détails sur la mixité sociale, sur le CO2, mais vous dites à un moment donné, et à mon avis assez justement, et personne ne le souhaite, moi non plus, vous dites à première vue, seule une dictature planétaire pourrait résoudre ces problèmes d'une façon efficace et mettre en œuvre le grand virage, donc pour combattre, comme vous disiez, le climat, les dérives climatiques, l'artificialisation, la guerre et la violence. Simplement là, Jacques Attali, est-ce que vous n'êtes pas, non pas en contradiction, mais peut-être votre optimisme peut-il tourner à une certaine naïveté? Non, j'essaie de poser le problème et que chacun se fasse un avis. Évidemment, je suis contre les dictatures, et je ne pense pas qu'une dictature planétaire, même si certains pouvaient la souhaiter, arrivera. Oui, attendez, juste, vous auriez aimé un gouvernement mondial, rappelez-vous. Non, il ne faut pas confondre ce que je prévois avec ce que je veux. D'accord. J'ai toujours pensé que d'ici un siècle, on aura des règles planétaires dans un grand nombre de domaines. Et je dis d'ailleurs dans ce livre... Et vous pensez toujours ça? Je dis dans ce livre qu'il y a déjà beaucoup de domaines dans lesquels on a des règles planétaires. J'ai cité l'exemple de la FIFA. C'est anecdotique, le football. C'est très important dans la vie des gens. Mais pourquoi est-ce que ce qu'on fait pour le foot, on ne le ferait pas pour la santé? C'est quand même important le foot, mais la santé aussi. Pourquoi on ne le fait pas sur l'éducation, sur les revenus des plus pauvres, sur la maîtrise de l'intelligence artificielle? Le foot, c'est plus important que la maîtrise de l'intelligence? Non. On pourrait l'avoir aussi. Sauf que c'est plus facile pour le foot. Mais enfin, facile pour le foot. On le fait quand c'est facile. Mais on voit apparaître, et je montre dans le livre, qu'on voit apparaître dans certains secteurs une sorte de corporatisme où les entreprises se mettent entre elles pour remplacer les États et faire des règles planétaires. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, il y a des règles planétaires, plus ou moins suivies, mais plutôt suivies en matière de risque. Dans le domaine de la publicité, vous avez une organisation planétaire qui regroupe les agences de publicité et qui décide quelle publicité on a le droit de faire et pas, et plutôt bien suivie. Mais ça, c'est l'ordre marchand.
Oui, mais exactement comme les corporations sont apparues dans l'ordre marchand, puis à un moment en France, on a supprimé les corporations, on a confié ces pouvoirs à l'État. Donc on voit apparaître progressivement, puisque c'est l'ordre marchand qui va dominer, qu'il n'y aura pas de cœur politique, on voit apparaître la volonté de l'ordre marchand de se régler. Parce que l'ordre marchand, il a besoin d'un état de droit. Sans état de droit, la propriété n'est pas préservée, elle n'est pas protégée. Donc l'ordre marchand a besoin d'un état. Et si l'ordre marchand devient planétaire, ben l'ordre marchand, il aura besoin d'un état. Parce que sinon, les propriétés seront arbitrairement reprises. Oui, chacun pour son profit, etc. On aura on n'aura pas la globalisation, mais on aura ce que j'appelle la somalisation. La Somalie a été pendant très longtemps un pays sans État. Ben voilà, c'est ça qui est en train d'arriver. Et le marché ne peut pas tolérer ça. Il a besoin d'un État de droit. Et si vous dites État de droit, ben vous poussez le raisonnement. État de droit, protection de la propriété. Ça veut dire, ben, il faut des juges, il faut des policiers, il faut des prisons, il faut des tribunaux pour décider. Idéalement, il faut quand même un pouvoir politique plutôt démocratique pour décider selon quelle loi... Voilà. Et donc, c'est là où je crois que les dictatures sont condamnées à l'échec. C'est que le marché a besoin d'une protection contre l'arbitraire de la propriété. Et la dictature ne peut pas le donner. Donc je crois qu'à terme, les dictatures sont condamnées. Je ne dis pas que le système démocratique sera plus efficace, mais je le dis, c'est pour ça que je crois que la dictature chinoise comme la dictature russe, à terme, sont condamnées, parce que toutes les forces de marché dans ces pays, comme on l'a vu avec le Chili ou avec l'Espagne ou avec d'autres pays, ben, ils ont voulu un état de droit pour éviter l'arbitraire. Seule la démocratie garantit contre l'arbitraire. Parce qu'il y a le contre-pouvoir, parce qu'il y a les contre-pouvoirs. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a vous, les journalistes, parce qu'il y a les juges, parce qu'il y a des façons de vérifier que les choses ne se font pas, parce qu'il y a des ONG, la possibilité de crier sans être envoyé en prison à la première protestation. Voilà, ça, c'est ça qui établit la possibilité de respecter l'état de droit. Oui, mais alors, Jacques Attali, juste un mot là-dessus, c'est intéressant, parce que est-ce que là, vous ne passez pas un peu vite le monde réel par pertes et profits? Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez très bien, on en parlait, il y a tout ce qui s'est passé. L'invasion, enfin, Russie-Ukraine n'est que le cristallisateur de ça. On parle d'un monde multipolaire à nouveau. On parle de la dédollarisation du monde à tort ou à raison. Et on parle aussi, surtout, vous voyez, ce qui se passe, les problèmes de violence, d'incivilité, de choses que beaucoup de gens ne supportent plus. C'est clair que nous sommes dans un état, dans un monde très dur. Oui, dans un monde où la violence monte de toute nature. Vous avez à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, la violence interétatique. Et vous avez la violence interpersonnelle. La violence du capital. La violence du capital. Toute la violence est partout. Et sans état de droit, la violence est encore pire, parce qu'elle est libre. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit comme bataille. Il y a d'abord une bataille entre le Nord et le Sud, parce que le Nord est riche et cyniquement profite de ses richesses. Et dans le Nord, les plus riches, je rappelle qu'1% des plus riches possèdent plus de 50%. Et ça est en train de s'aggraver. Si le marché domine, comme il n'y a pas d'impôt mondial, la concentration des richesses va être de plus en plus grande. Vous dites, je rappelle simplement, c'est important, 10% des hommes possèdent 3/4 du capital financier mondial et 80% des pauvres, 5%. Oui, et ça va être pire dans les 30 ans qui viennent, pire, oui. Sauf s'il y a un impôt planétaire qui commence à être un embryon. L'OCDE vient d'obtenir un accord qui n'est pas encore appliqué sur un impôt minimal de 15% pour les entreprises. C'est énorme comme progrès si ça se fait. Mais c'est pas toute la planète et c'est loin d'être fait. Mais il faut voir que la violence, elle est partout et que... Alors ça, c'est un premier conflit entre les riches et les pauvres. Deuxième conflit, c'est conflit entre les peuples qui veulent le respect des droits de l'homme, le respect de la propriété, le respect des libertés fondamentales et les dictatures. Et pour moi, ce qui se passe en Ukraine, comme ce qui se passe entre Taïwan et la Chine, qui pour l'instant n'est encore qu'à fleur et moucheté. Enfin, c'est là. Oui. C'est là. C'est le conflit entre un peuple qui est une démocratie en construction, je n'idéalise pas la démocratie ukrainienne, une démocratie en construction, et un peuple russe qui lui-même, sans doute, en son fort profond, rêverait d'être démocratie, mais qui n'en est empêché. Et le pouvoir russe, comme le pouvoir chinois, doit absolument empêcher l'émergence d'une volonté de liberté chez lui, donc pour ça, tuer la liberté chez ses voisins. Donc c'est un combat entre le désir de liberté individuelle et un pouvoir qui ne veut pas, non pas de la liberté chez son voisin. Pour les pouvoirs russes, c'est pas l'Ukraine qui la concerne, c'est les Russes.
Oui, mais simplement, est-ce que vous n'éliminez pas tout de suite toutes les nuances, dans la mesure où vous savez très bien ce qui s'est passé au Donbass, les russophones, Maïdan, Minsk, vous le savez tout ça. Oui, donc, je suis... Est-ce que ça ne fait pas un peu caricatural? Non, nous sommes très courts là-dessus, et j'ai dit moi-même publiquement que l'Ukraine avait fait beaucoup d'erreurs, et la seule chose que je pense utile, c'est que l'Ukraine récupère ses territoires et qu'ensuite des votes démocratiques, libres et contrôlés internationalement décident ce que veulent être les habitants du Donbass et les habitants de la Crimée. Et je ne sais pas s'ils voudront être ukrainiens ou russes. Mais ça ne peut pas être tout. Ils ne peuvent pas le décider en étant écrasés par les bombes. Mais est-ce que justement, juste sur la violence, et il y a la violence des deux côtés. Par exemple, les États-Unis, c'est une vraie démocratie, on le sait, on l'admet. Vous admettez vous-même, et vous le savez, vous l'avez dit, que dans certains pays, que ce soit quand il y a eu la guerre d'Irak, que ce soit la Libye, etc., on ne peut pas dire qu'ils sont comportés comme des démocrates. Absolument. Et le bombardement de la Yougoslavie en 99. Mais évidemment, il y a eu énormément... on sait très bien que la toute puissance impériale, c'était le cas de la Grande-Bretagne en son temps, de la France dans de nombreuses périodes, et des États-Unis dans de nombreuses périodes, se sont conduits... Tout pouvoir va au bout de son pouvoir. Donc quand vous êtes une superpuissance, vous faites beaucoup d'erreurs, vous croyez défendre la démocratie, puis vous faites une erreur. Ce qui était fait en Irak était d'une... Est-ce que c'est erreur ou intention, Jacques Attali, franchement? J'ai été assez mêlé au pouvoir pendant longtemps. Justement, c'est pour ça que je pour pouvoir dire qu'il y a parfois des gens de bonne intention qui font d'énormes erreurs. Et puis, naturellement, je sais que le pouvoir américain est très dépendant du pouvoir pétrolier. Je le dis dans le livre, mais on peut raconter beaucoup de l'histoire du monde depuis un siècle à partir des besoins pétroliers. Si les nazis attaquent la Russie, c'est parce qu'ils ont besoin du pétrole. Si les Japonais attaquent les Américains, c'est parce qu'ils ont peur d'être privés du pétrole. On peut raconter beaucoup de guerres. À partir de... beaucoup de guerres. Ça. Et aujourd'hui encore, le contrôle de l'énergie est absolument déterminant sur ce qui se joue dans beaucoup de choses et qui se jouera dans l'avenir. Même si il est clair qu'il y a un grand mouvement qui est en marche pour se débarrasser du pétrole. C'est une course de vitesse. Est-ce qu'on ira assez vite pour s'en débarrasser? Ce que vous appelez les énergies fossiles. Ce que tout le monde appelle ainsi. Moi, je fais la distinction. Alors, vous avez dit c'est trop difficile à titre collectif d'y arriver. C'est possible. C'est pour ça que je dis que chacun d'entre nous, nous sommes responsables. C'est pour ça que j'incite chacun d'entre nous à faire la distinction entre ce que j'appelle l'économie de la vie et l'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est tout ce qui détruit la planète, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux énergies fossiles. Le pétrole, mais aussi l'utilisation du pétrole dans des tas de choses, l'automobile utilisant l'énergie fossile, le plastique, l'alimentation malsaine, les vêtements de fast fashion, etc., etc. L'économie de la vie, c'est santé, éducation, culture, énergie renouvelable, recyclage, etc. L'économie de la vie, ça représente pas 30% ou 35% du PIB de chaque pays. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, on se pose vraiment la question, regardons mon budget. Qu'est-ce que je consacre à l'économie de la vie? Qu'est-ce que je consacre à l'économie de la mort? Ça voudrait dire, si on le change, de consacrer beaucoup plus d'argent à se nourrir sainement, beaucoup moins d'argent à des tas de choses qui utilisent de l'énergie fossile. La fast fashion, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'acheter tellement de vêtements qui sont fabriqués dans des conditions épouvantables? Vous posez un problème métaphysique fondamental, c'est que vous avez évidemment, par votre une expérience de quelqu'un vous dit, voilà, il faut faire ça. Mais moi, si j'ai envie de fast fashion, moi, si j'ai envie de fumer, où est la liberté individuelle que vous laissez? Je ne vous la laisse pas parce que... Voilà. Je ne souhaite pas vous la laisser parce que, en agissant ainsi, vous tuez vos petits-enfants. Vous tuez vos petits-enfants. Ouais. Vous créez les conditions... C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en savez, franchement? C'est évident. Attendez, l'humanité s'est toujours développée jusqu'ici en ayant justement, et ça a été la part de liberté qui a été la plus importante qui nous a été donnée. L'humanité a, en effet, s'est développée ainsi, mais nous sommes dans un moment où tout le démontre, et je donne des chiffres irréfutables, que nous créons les conditions d'un suicide de l'humanité, parce que nous sommes dans une obsession narcissique de l'instant, moi maintenant tout de suite, et je me fous des autres. Je me fous de mes voisins, je me fous de mes parents, je me fous des autres, mais surtout, je me fiche de ceux qui sont je cite souvent Marx, je veux dire Groucho Marx, qui disait... le seul qui vous intéresse. Voilà, je ne vois pas pourquoi je m'occuperais des générations suivantes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi.
Ça peut paraître vrai, mais c'est totalement faux. Parce que supposer qu'à partir du moment où nous parlons aujourd'hui, il n'y a plus de génération suivante. Qu'est-ce qui se passerait? On n'aurait plus besoin de maternité, plus d'école primaire, plus d'école secondaire, et puis il y aurait bientôt plus de plombiers, d'électriciens, de médecins, et tous ceux qui sont vivants vivraient un enfer. Nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Et pour ça, dans notre vie quotidienne, nous devrions être contraints par cette question. Qu'est-ce que je fais qui nuit aux générations futures? Oui, mais alors le vrai problème métaphysique, mais ça nous est très mais c'est passionnant. Qui fixe les règles? Regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans la gestion du Covid, où il y a eu des choses très bien et des choses moins bien. Qui fixe les règles? Par exemple, quand on nous disait n'embrassez pas, vous avez 3 ans, l'enfant de 3 ans ne doit pas embrasser sa grand-mère, elle va être intubée, etc., etc. Qui va fixer les règles, Jacques? C'est ça le problème. Qui doit fixer les règles? On peut se tromper en fixant les règles. Mais on se trompe. Mais on se trompe toujours quand on n'essaye pas d'y réfléchir. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce qui va se passer dans 30 ans, fixer les règles en fonction de ça, mais là où on est sûr de se tromper, c'est si on n'y pense pas. Si on n'y réfléchit pas. Après, si on y réfléchit, c'est comme quelqu'un qui est dans un bateau et qui se fout de savoir s'il y a une tempête et fonce, il va aller dans la tempête. Et le bateau va couler. Mais si quelqu'un est dans ce bateau, il réfléchit où va aller la tempête, regarde la météo, fait les bons choix, peut-être qu'il va se tromper. Mais au moins, il a moins de chances de se tromper que celui qui se fout de la météo et qui ne l'aura pas regardé. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que mais quand l'iceberg est dans le Titanic, je m'explique. Quand vous avez des gens qui, vous le savez, et ça revient à votre livre, qui décident, eux, et qui ont le pouvoir de décider, en disant, moi, pour un certain nombre d'intérêts, je pense que les gens devraient se comporter comme ça et ça et ça. Au nom de la dépollution, au nom de la vie, au nom de etc. Mais vous savez très bien que leur véritable intérêt, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la pollution, c'est la transmission. C'est un conflit d'intérêt total. Vous le savez. Je ne sais pas si ce que vous dites qui renvoie à la théorie du complot permanent... C'est pas complot. Mais me paraît pas exact. J'essaye de donner dans ce livre tous les chiffres qui permettent d'établir un avis vous parlez de honnête. Complot, ça n'a rien de complot. Regardez, par exemple, quand on nous a dit... Non mais attendez, on va en parler, c'est bien. Le confinement... On l'a dit, si vous n'êtes pas tous vaccinés, tous protégés, je suis vacciné. Moi, je ne suis pas anti-vax, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, à partir du moment où vous disiez le vaccin n'interdit ni la transmission, ni la contamination. Je prends un exemple, c'est très bien. On vous donnait du matin au soir les médecins de plateau, comme les gens de plateau qui vous parlaient de ça. Donc, qui décide, Jacques Attali? C'est ça le problème. Il y a un moment, sur tous les sujets, où se crée un consensus honnête des scientifiques. On le suit ou on le suit pas, vous avez été libre de vous faire vacciner ou pas vacciner, tout le monde a été fait, j'ai des gens très proches de moi qui ont décidé de pas l'être et je les respecte. Moi je considère que c'est une erreur, mais je le respecte. Dans les sociétés démocratiques, on fait ce qu'on veut. Sauf si vous êtes nuisible aux autres. Et c'est là où c'est important. Donc je pense que nous sommes victimes d'une influence extrême d'intérêts particuliers. C'est le cas des compagnies pétrolières, c'est le cas d'un certain nombre de gens qui essaient... Des compagnies financières aussi. C'est le cas de tous ceux qui tentent d'influer en fonction de leur intérêt. C'est pourquoi il est si important d'être en démocratie, parce que c'est là où on crée des contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'il est très important de développer l'esprit critique, l'éducation, et de se faire un avis. Et pour se faire un avis, il faut connaître les faits. C'est pour ça que j'ai essayé de rassembler dans ce livre les faits, seulement les faits, et à chacun de se faire un avis. Pour moi, les dangers sont extrêmes, et nous avons, dans chacun de nous, à l'échelle, comme citoyen, comme consommateur, comme épargnant, comme père ou mère de famille, les moyens de prendre au moins à notre modeste niveau des décisions utiles. Si je décide en permanence de savoir si je consomme des choses qui sont dans l'économie de la vie ou l'économie de la bourse, ça c'est très précieux. Si j'interroge ma banque, mais dites-moi, j'ai un petit peu d'épargne chez vous, mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous financez avec? Et si, progressivement, si tout le monde le fait, ça va changer les banques. Vous voulez dire que les gens prennent en main quand ils peuvent... Dans toute leur dimension de leur vie, posez-vous, et si vous dites, oh mais ça coûte trop cher de s'alimenter, très bien, j'ai le plus grand respect, je suis scandalisé de l'écart de richesse et de la pauvreté d'un grand nombre de gens. Je le sais, en France, il y a quand même une pauvreté intolérable dans un pays aussi riche. Mais pour les gens qui ont des moyens relatifs, on consacre beaucoup trop peu de nos moyens à se nourrir décemment. On devrait dépenser beaucoup plus pour se nourrir. Ça donnerait beaucoup plus de moyens aux paysans, ça donnerait une agriculture beaucoup plus saine, et on serait en meilleure santé. Et on dépenserait moins en matière de santé et dans d'autres dangers. Donc il y a aussi un équilibre du budget, plus dans l'économie de la vie, dont la santé, moins en économie de la mort. Alors justement, il faudra
tout redéfinir, mais vous l'avez fait à votre avis, et que chacun voit si ça lui convient, cette économie de la vie ou de l'économie de la mort, telle que vous l'avez définie. On va pas même prendre un ou deux auditeurs, parce qu'on a eu une discussion tout de suite. forte, mais c'est bien. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et on recevra au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Jacques Attali pour son livre Le Monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Monsieur Berkoff, félicitations pour la qualité de vos invités. Merci. Monsieur Attali, bonjour, je vais essayer d'être assez court. Je vous connais, j'ai 68 ans, enfin je vous connais, je vous connais non, hein. Mais j'ai 68 ans, je me rappelle de vous Monsieur Attali comme conseiller d'un président de la République, et non pas les moindres. J'ai essayé de vous suivre à travers vos livres et je vous avoue que vous êtes un esprit, à mon avis, supérieur à beaucoup. Mais excusez-moi, hein, j'ai lu le dernier, c'était L'Homme nomade, c'est pas facile à lire, mais c'est très intéressant. Mais la question rapide, vous avez été dans les arcades du pouvoir, quand même, des pouvoirs, et je voulais vous poser la question, Monsieur Attali, en fait il y en a une en deux. La première, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que conseiller d'un président, quel qu'il soit, hein, je ne rentre pas dans le côté politique, est-ce que le rôle d'un conseiller, en fait, auprès d'un président n'est pas plus important qu'un Premier ministre et que son gouvernement? Et deuxième question qui en découle, pourquoi, Monsieur Attali, ça c'est presque un regret, n'avez-vous pas voulu ou ne voulez-vous pas vous engager, quand je vous entends, quand je vous lis, et peut-être que beaucoup de Français auraient du mal à vous suivre intellectuellement, mais pourquoi ne vous engagez pas politiquement, Monsieur Attali? C'est extraordinaire. Je vous remercie, monsieur. J'ai choisi de mener une vie, André me connaît depuis si longtemps qu'il sait pourquoi. J'ai choisi de mener une vie d'indépendance, d'intellectuel. J'ai choisi de pouvoir être ami de gens qui ne pensent pas comme moi. J'ai choisi de pouvoir changer d'avis si je suis convaincu par un autre. J'ai choisi de m'intéresser au monde et pas seulement à mon pays que j'adore, c'est-à-dire la France. Donc j'ai choisi de ne pas mener une carrière d'homme politique, qui est un métier à plein temps, que je respecte beaucoup, mais qui suppose une abnégation que je n'ai pas. J'ai d'ailleurs toujours pensé que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre, tandis que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain. Et pardonnez-moi, je préfère ne pas me résumer à être ancien quelque chose. Le conseiller, est-ce qu'il a un pouvoir supérieur à l'homme politique? Ça dépend. En principe, il n'en a aucun, puisqu'il ne fait que conseiller, et la responsabilité et la grandeur comme l'opprobre appartient au politique qui prend la décision. C'est lui qui décide. Le conseiller, s'il est très proche du président, ce qui m'est arrivé à moi, puisque j'ai eu le privilège d'être pendant 10 ans très proche d'un président de la République, et ensuite les autres présidents, je les ai connus, mais je n'ai eu aucune proximité particulière de travail avec eux, même si certains étaient des amis. Le conseiller, s'il est loin, dans les bureaux lointains, il n'a aucune influence, il fait des notes, et ces notes sont un élément de jugement parmi d'autres. S'il est très proche, il peut avoir une influence considérable. C'est arrivé à quelques personnes. Permettez-moi de penser que la personnalité de François Mitterrand était si forte qu'il n'était pas influençable. Il prenait ses conseillers, et même les plus proches, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, comme des sources d'information, des punching balls pour tenter des idées, des moments de contradiction, et il aimait beaucoup qu'on le contredise pour avoir... Mais il se faisait son avis, librement. Et ensuite... la valeur de la décision était la sienne, et l'erreur, si erreur il y avait, c'était la sienne. Merci, je crois, merci à Jean-Claude, et puis merci Jacques Attali, mais je vous renvoie au livre. Faites-vous votre opinion et lisez Le Monde, mode d'emploi. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Jacques Attali pour son livre Le Monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir, protéger, édité chez Flammarion. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.